bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite présentation des vidéos de la semaine. Comme tous les dimanches, il y a un petit tas de lus, je vais vous montrer ça. Il y a aussi des livres qui sont déjà retournés à la bibliothèque, mais je vais vous faire un petit point bien entendu. Voici en gros la petite pile et on va passer tout cela en revue. C'est parti. Alors je vais commencer avec les graphiques peut-être, et j'ai continué une série que j'avais déjà commencé, c'est Lore Olympus. J'ai lu le tome 3, le tome 4 et le tome 5 emprunté à la bibliothèque. Avec cette histoire, nous sommes dans une réécriture assez moderne de l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. À la maison, j'ai le premier et le deuxième tome qui sont des livres vraiment très très beaux. Je pense que vous en avez entendu parler parce que on en a parlé un peu partout. Je vais vous montrer un petit peu au niveau de l'intérieur. C'est vraiment très très beau. On est à chaque fois dans des couleurs assez flashy. Le rose est pour Perséphone, le bleu est pour Hadès. On a également d'autres personnages, d'autres divinités qui auront aussi leur propre couleur. Le mauve, le jaune, le vert par exemple. Voilà, c'est ce genre de dessin, c'est des très très beaux ouvrages. Et j'avais beaucoup apprécié le premier et le second tome que j'ai ici en ma possession. C'est fait par Rachel Smith et c'est aux éditions Hugo BD. Je m'étais acheté le 1 et le 2, mais ce sont des livres qui coûtent quand même assez cher, malgré le fait qu'ils les valent complètement. Au vu de la qualité, c'est un relié, il est vraiment très épais. On en a pour son temps de lecture et pour son argent. Mais c'est vrai que ça fait quand même un petit budget. Ce sont des livres qui sont à 25 € et il y aura quand même pas mal de tomes. Alors je m'étais arrêtée à l'achat, après l'achat du second tome, et j'avais quand même envie de continuer cette histoire et ça tombait bien qu'il soit présent à la bibliothèque. Comme ça, j'ai pu avancer. C'est vraiment très sympa. Ça aborde des thématiques assez difficiles aussi parce que c'est pas tout rose. Il y a pas mal de choses dures qui se passent. Donc ça va parler d'histoire d'amour, bien entendu, vu que le sujet principal c'est Hadès et Perséphone. Mais ça va aussi parler de relations toxiques. Ça va parler de violences psychologiques et autres. Il y a quand même des sujets assez difficiles qui sont abordés et c'est pas pour un public trop jeune non plus parce que c'est quand même des thématiques et une BD qui s'adresse plus à un public adulte ou jeune adulte, mais c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup suivre l'histoire d'Hadès et Perséphone. Il se passe plein de choses, c'est vraiment intéressant, c'est captivant et le 6e tome je pense est déjà sorti mais je l'ai pas vu à la bibliothèque, donc je vais attendre qu'il arrive pour pouvoir continuer cette petite histoire que moi j'apprécie beaucoup. Je vais pas en parler davantage, mais parce que je pense que de 1 vous avez sans doute dû en entendre parler, ou si ça se trouve vous les avez déjà tous lus, mais si vous connaissez pas et si la mythologie vous intéresse, les réécritures de Hadès et Perséphone, ça peut tout à fait convenir. Et ils sont aussi disponibles en poche. Il y a grand format et il y a poche. Et ça c'est aussi assez appréciable. Alors j'ai aussi emprunté et lu Les Sortilèges de Zora, le premier et le second tome. C'est une BD qui est sortie aux éditions Vent d'Ouest. Dans cette petite BD, on va donc suivre Zora, qui est une jeune fille de 12 ans, je pense, plus ou moins, qui vit à Paris avec sa grand-mère, qui vivent sur le toit d'un immeuble parisien. C'est une maison assez spéciale et atypique. Zora vient d'une famille de sorciers, elle est elle-même une sorcière, mais sa grand-mère souhaite qu'elle vive une vie tout à fait normale et donc elle va lui bloquer ses pouvoirs magiques et l'envoyer à l'école, ce qui n'enchante absolument pas Zora, qui elle revendique et veut complètement être une sorcière à 100%. Donc elle est assez frustrée de la décision de sa grand-mère. La décision de sa grand-mère s'explique étant donné qu'il y a eu une chasse aux sorcières et que les sorcières doivent vraiment être extrêmement discrètes, se rendre invisibles aux yeux des non-sorciers comme ils disent ici dans la BD. Et Zora n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Donc on va suivre cette petite jeune fille dans sa vie normale, entre guillemets, qui lui est imposée. C'était très sympathique à lire, c'est une chouette BD. J'ai beaucoup apprécié les dessins
C'est un style que j'apprécie beaucoup. Zora est typiquement une jeune fille de 12 ans avec les réactions qui vont avec. Mais j'ai trouvé cette petite BD vraiment très fraîche et agréable. C'était très sympa à lire. J'ai beaucoup apprécié les 2 premiers tomes. Après, ça se lit très vite parce que c'est une petite BD de 55 pages si je me souviens bien. Ça se lit rapidement. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Il y a des actions. Zora va faire la rencontre aussi d'un autre personnage qui est elle-même une sorcière de plus ou moins son âge. C'était agréable à suivre et je lirai la suite si elle est disponible à la bibliothèque parce que j'ai vraiment bien apprécié. C'est pas extrêmement original au niveau de l'histoire, de l'intrigue. Ça va parler de sorcellerie, de chasse aux sorcières, de sorcières qui sont obligées de se camoufler, de se cacher, de garder leur pouvoir magique secret. Et il y a toujours cette volonté d'être ce qu'on est. Hein. Zora est une sorcière et elle souhaite pouvoir l'être à 100%. Donc c'est déjà des thématiques qui ont été vues et revues, mais je trouve que ça passe quand même bien. C'est une chouette petite BD jeunesse, ça plaira à des jeunes tout à fait sans problème. Et moi j'ai passé un bon moment et ça m'a donné envie quand même de lire la suite. C'est quand même un point positif. Voilà pour cette petite BD, je vais pas plus en parler parce que voilà, j'ai rien de plus à dire, donc je vais passer à la suite. La dernière BD que j'ai lue, c'est celle-ci que j'ai en ma possession, c'est Le Héros du Louvre, le premier tome aux éditions Glénat. C'est fait par Elie Chouraki et Laetitia Despédry. Il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Je sais pas si ce sera une trilogie ou plus, mais il y a 3 tomes en tout cas. Alors c'est une très jolie BD. Je trouve que c'est très très beau au niveau des dessins. Et on a ce genre de ton assez crème, assez dans les tons beige, orange. C'est ce genre de couleurs qui sont utilisées principalement. Après, il y a des passages assez sombres, mais c'est logique au vu de l'histoire et au vu de l'histoire de cette bande dessinée. Donc voilà un petit peu pour le graphisme. Donc ici, on va nous raconter l'histoire d'un homme, un grand-père qui est mourant. Et on va apprendre on va nous raconter sa vie, son histoire, et son histoire sort de l'ordinaire étant donné que il a participé à sauver des œuvres d'art qui étaient au sein du Louvre pendant la guerre 40-45. On nous apprend qu'il a d'abord été engagé comme gardien de nuit dans le musée du Louvre, il était passionné, il était en admiration par rapport aux œuvres qui s'y trouvaient. Et quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que les Allemands se rapprochaient de Paris, il y a eu évidemment une mise en place pour que les œuvres soient déplacées, pour pas que les Allemands puissent les confisquer. Et cet homme a justement fait partie de cela. Il a conduit un camion qui contenait pas mal d'œuvres du Louvre. Et il est parti pour essayer de les mettre à l'abri. Il est parti avec toute sa famille, c'était la condition. Il est parti avec sa femme et ses enfants. Et c'est ce qui nous est raconté dans ce premier tome. Donc sujet intéressant, bien amené et j'aimerais bien savoir la suite parce que j'ai trouvé ça très intéressant et c'est un sujet que j'ai pas vu souvent passer et qui moi m'intéresse, tout ce qui tourne autour des œuvres d'art et de ce milieu artistique, ça me parle beaucoup. Je savais évidemment que les Allemands venaient aussi pour confisquer des œuvres d'art, pour les ramener en Allemagne, pour voler en fait des œuvres d'art, et qu'il y a eu une organisation qui s'est mise en place pour justement éviter cela. Et je trouve ça super intéressant, donc j'aimerais bien lire la suite. Pour l'instant j'ai que le premier tome en ma possession, mais sans doute que je verrai pour me procurer la suite pour pouvoir découvrir cette histoire. Ça c'est pour les BD. Alors au niveau des romans, il y a un cheveu qui me chatouille. Je vais d'abord vous parler des Agatha Raisin parce que j'ai avancé. J'ai lu le 11e tome et le 10e tome et le 11e tome. J'ai donc lu Panique au manoir et L'enfer de l'amour. C'est tous les deux évidemment aux éditions Albin Michel. Et ce sont tous les deux des livres qui sont écrits par MC Beaton. Vous avez l'habitude maintenant. J'ai bien avancé cette semaine dans cette saga.
je me suis un petit peu motivée parce que ma sœur est aussi en train de les lire et j'avais un peu d'avance sur elle, mais là elle m'a bien rattrapée et dépassée étant donné que c'est ce qu'elle est en train de lire pour l'instant et qu'elle enchaîne les tomes. Elle est déjà au suivant et moi pas encore. Alors le 11 je l'ai lu en livre parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque et du coup je suis allée déjà le rendre, et le 11 je l'ai lu sur ma liseuse parce que le 11 n'était pas disponible à la bibliothèque et j'étais un peu coincée, donc j'ai lu celui-là sur la liseuse. Alors au niveau de l'histoire, en ce qui concerne Panique au manoir, on retrouve évidemment Agatha qui, assez déçue toujours par l'attitude de James, va partir, quitter son petit cottage bien tranquille. Elle va louer un autre cottage ailleurs. C'est une décision assez impulsive comme Agatha a l'habitude. Elle a lancé un petit peu une fléchette sur une carte et elle est partie comme ça. Donc c'était pas une destination vraiment réfléchie. Elle arrive dans un petit village où elle loue ce cottage pour prendre du temps pour elle, pour prendre du recul, pour réfléchir, etc. Elle va vite être assez déprimée dans ce petit cottage de location et elle s'ennuie et elle va décider d'écrire un roman policier. Où il est question d'un manoir et des habitants de ce manoir. Elle s'est inspirée évidemment d'un fait réel parce que dans ce village, elle a eu l'occasion de se rendre compte qu'il y a effectivement un manoir habité par un couple qui est assez désagréable. Elle les a rencontrés. Donc elle s'inspire de ce couple et évidemment, c'est un roman policier, donc elle prévoit la mort d'un de ces deux personnages et quelques jours plus tard, que se passe-t-il? Le personnage en question est assassiné de la même façon qu'elle l'a décrit dans son roman. Évidemment, la police va l'interroger et s'intéresser fortement à elle. Elle n'a pas d'autre choix que de mener l'enquête pour s'innocenter et aider un petit peu la police dans ce travail de recherche. On va donc la suivre. C'était sympa. C'est comme toujours des bonnes lectures de manière générale, ça se lit très vite. C'est des petits livres qui font 300 pages à tout péter, donc ça se lit bien. C'est agréable, c'est confortable. Je vous en ai déjà parlé, j'ai toujours le même ressenti, donc je vais pas me répéter davantage. Pour l'instant, je suis dans cette série et j'ai envie de l'avancer. Peut-être qu'à un moment donné, je serai un peu lassée et j'aurai besoin de faire une pause, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai enchaîné aussi avec le tome 11 qui est donc l'enfer de l'amour, où là on va retrouver toujours Agatha, bien entendu, qui va vivre un événement assez dramatique dans un sens. L'ennui c'est que je peux pas trop vous dire quel est cet événement et ce qui va lui arriver dans sa vie perso parce que sinon ça va vous spoiler plein de choses, donc je ne vous le dirai pas, mais du coup c'est un petit peu difficile de vous faire un résumé, mais disons que James va disparaître. Apparemment, il a été agressé. On ne sait pas par qui ni comment et il disparaît du paysage. La police n'arrive pas à le retrouver. On va suspecter Agatha étant donné qu'elle est très proche de lui et elle va être obligée évidemment de nouveau de faire quelques petites recherches pour aider la police et trouver le coupable pour pas qu'elle soit soupçonnée. Et en même temps, il y aura la partie recherche de James vu qu'il a complètement disparu du paysage. Donc là, on est sur ce genre d'enquête. Et à nouveau, c'était sympathique. Il y a un tournant assez intéressant qui se passe au niveau personnel de Agatha et de James notamment. Ça m'a surpris ce retournement-là et la direction que ça a pris. Et du coup, je suis assez curieuse pour la suite. Parce que c'est un changement vraiment drastique et intéressant. Donc à voir ce qui se passera pour la suite au niveau de ces deux personnages-là. Après, on retrouve des personnages qu'on a l'habitude de voir, les habitants du village, donc notamment l'épouse du pasteur avec lequel Agatha s'entend assez bien. Il y a également le personnage de Charles qui est un duc ou un comte, je sais plus, qui vient depuis quelques tomes assez souvent secourir, seconder Agatha dans ses enquêtes. C'est un personnage assez farfelu et sympathique malgré ses défauts.
Un peu comme Agatha en fait, c'est ce genre de personnages, j'ai l'impression, qui ont un côté sympathique mais aussi plein de défauts. Donc je suis curieuse, j'ai la suite en ma possession parce que j'avais été chercher la suite à la bibliothèque. Donc j'ai le 12 et le 13 me semble-t-il à poursuivre et je pense que je vais poursuivre parce que c'est des lectures qui passent bien quand on a fini un gros pavé. C'est léger, on sait qu'on en a pour quelques heures dans le courant de l'après-midi et puis le livre est terminé et comme c'est plus léger, même si les enquêtes sont quand même assez bien faites dans leur ensemble, c'est agréable en fait, c'est très agréable. Donc voilà pour les Agatha Raisin. Sinon au niveau du Cozy Mystery, j'ai aussi lu le tome 10 des thés meurtriers d'Oxford, à savoir Bûche et Embûche, c'est de H.Y. Anna, c'est aux éditions City, donc ça c'était prévu. C'était dans ma palle de l'été, même si ça se passe en plein hiver et pile poil à Noël. On va de nouveau retrouver Gemma qui est notre personnage principal. Gemma qui tient un petit salon de thé pâtisserie à Oxford. Elle a son petit chat Muesli, elle a sa meilleure amie qui l'accompagne, elle a sa mère qui est assez envahissante, elle a ses amis et elle a son amoureux qui est policier à Oxford. Et ici, elle va être engagée comme traiteur pour s'occuper de tout ce qui concerne la nourriture, évidemment les petits gâteaux, pour l'organisation d'un goûter pour les enfants qui va se passer dans un manoir. On a de nouveau un manoir ici. Gemma va évidemment accepter vu que c'est très intéressant pour elle et que la cause l'intéresse. Elle va se rendre à cet événement, elle va gérer tout l'aspect traiteur. On va se retrouver dans une famille, la famille qui vit dans ce manoir et qui a clairement des problèmes relationnels les uns entre les autres. Et au moment de partir, eh bien, Gemma va être bloquée au manoir parce que la neige est tombée drue. Et on va lui proposer de passer la nuit dans ce manoir pour sa propre sécurité évidemment. Elle va accepter et au courant de la nuit, elle va tomber sur un corps, un cadavre qui se trouve dans la bibliothèque. Ce personnage fait partie de la famille propriétaire du manoir. Étant donné qu'ils sont coincés et isolés à cause de la neige, la police ne s'est pas arrivée tout de suite, il faut attendre un petit peu et Gemma va être mandatée dans un sens pour recueillir les témoignages de chacun des individus présents au château. Étant donné qu'on se trouve dans un huis clos, le tueur ne peut pas venir de l'extérieur et doit être obligatoirement un membre de la famille ou les domestiques qui travaillent dans ce manoir. Et Gemma va commencer sa petite enquête comme d'habitude. Donc c'était sympa, j'ai bien apprécié comme d'habitude. C'est un de mes Cozy Mystery préférés, mais vous le savez maintenant depuis le temps. Si vous me suivez depuis un petit moment, je me répète constamment. Mais c'était très sympa. De nouveau, c'est un livre qui se lit très vite parce qu'il fait aussi plus ou moins 300 pages. J'ai beaucoup apprécié. On est dans un huis clos qui se passe dans un château. Ça rappelle un petit peu les livres d'Agatha Christie. Et j'ai beaucoup apprécié cette ambiance. Il y a aussi un peu d'humour. L'enquête était bien menée. Il y avait quelques indices qui m'ont fait soupçonner certains personnages finalement. J'avais plus ou moins deviné, même si j'avais pas exactement la raison. C'était agréable à suivre. Moi, c'est des petits livres que je dévore et j'essaye de me tenir à jour dans ce Cozy Mystery, tout comme dans l'Espionne Royale. Enquête, je suis à jour, celui-ci aussi, même si maintenant il me semble que le tome 11 est sorti et que le tome 12 va bientôt sortir, parce qu'ils font des sorties à rapprocher. Il faudrait que je me renseigne et que j'aille alors me procurer la suite pour pouvoir continuer et me maintenir constamment à jour. J'aime beaucoup, je trouve que les couvertures sont aussi très jolies, il y a plein de petits détails. Et j'ai passé un très bon moment, même si on se retrouvait en plein hiver avec de la neige, mais étant donné qu'il fait quand même assez chaud ici pour le moment,
C'était rafraîchissant. Voilà pour ce petit Cozy Mystery. Je vais pas en parler davantage parce que je vous en parle assez souvent. Et évidemment, je vous le recommande, c'est entendu. Je passe à celui-ci. J'ai terminé celle qui devint Le Soleil aux éditions Bragelonne. C'est écrit par Shelley Parker Chang. Je l'ai enfin terminé. Il est vraiment magnifique. C'est ce genre de livre avec un très beau jaspage. À l'intérieur, on a ceci, mais vous avez déjà dû le voir passer parce qu'il est sorti il y a un petit moment et le tome 2 est sorti en début d'année. J'ai d'ailleurs le tome 2 dans ma palle qui est tout bleu. Celui-ci est tout rouge-orange, l'autre il est tout bleu. Ils sont très jolis à deux. Ça faisait un petit moment que je l'avais en lecture audio, je vous en avais déjà parlé précédemment, là c'est bon, je l'ai terminé. Donc dans ce récit, on est en 1345 en Chine et c'est la période où la Chine était sous domination mongole. Et dans ce contexte historique et politique, on va suivre une jeune fille qui appartient à la famille Zhou. On apprend que son frère, depuis sa naissance, est promis à un grand destin, à un avenir très prometteur et elle a rien du tout. Notamment parce que c'est une fille tout simplement. Donc elle a toujours envié son frère qui est promis à faire de grandes choses. Et la vie va prendre un tournant assez catastrophique et drastique le jour où des brigands des hors-la-loi vont arriver et laisser en fait cette jeune fille et son frère orphelins. Ils vont se retrouver à deux et son frère va pas le supporter. Il va mettre fin à ses jours et la jeune fille va décider d'endosser l'identité de son frère. Elle va prendre son nom et elle va du coup aussi reprendre sa grande destinée. Je vous spoil rien parce que ça se passe vraiment dans le premier chapitre. Ça c'est le premier événement qui arrive, c'est le chapitre 1 et le chapitre 2, je sais plus exactement, mais c'est vraiment au tout début. Donc cette jeune fille va prendre l'identité de son frère, elle va donc prendre des habits d'homme et se faire passer pour un garçon et elle va entrer dans un monastère. Et ensuite on va la suivre dans ce grand destin qui sera le sien finalement. Ça c'est pour le résumé, je vais pas trop vous en dire non plus parce que ça c'est l'idée globale, l'idée générale. Après il faut lire le livre si ça vous intéresse évidemment. Donc il y a un petit parallèle je trouve avec Mulan de Disney, mais vraiment ce parallèle se fait au début. Après ça prend des chemins assez différents parce que c'est pas du tout l'histoire de Mulan, mais il y a ce côté prendre l'identité d'un homme pour pouvoir faire des choses. Évidemment ici cette jeune fille qu'on appelle Zhou va pouvoir grâce à ça accomplir de grandes choses. Mulan c'était pareil, donc il y a ce petit parallèle à ce niveau-là. Alors j'ai entendu dire que ce livre n'avait pas été beaucoup apprécié, mais je pense que c'est parce que les gens pensaient que ça allait traiter de fantaisie asiatique, et c'est pas le cas ici. On est plus dans un roman historique, un roman d'aventure, mais la fantaisie n'est pas présente. Il y a un petit élément, mais vraiment c'est pas ça l'élément important. Le reste du temps on est sur un récit qui va parler de politique, de jeu de pouvoir, de trahison, de bataille. Il y a pas mal de choses épiques qui se passent. C'est vraiment un récit historique avec des intrigues politiques et des jeux de pouvoir. C'est ça la base. Moi j'ai pas été déçue ou quoi que ce soit parce que j'avais entendu justement qu'il y avait eu un petit souci, qu'il avait peut-être mal été interprété, compris. On pensait que ça allait être de la fantaisie et en fait pas du tout. Et moi comme je savais que ça allait pas être ça, je savais pas dans quoi je me lançais, mais je savais que ça allait pas être quelque chose avec de la fantaisie ou des dragons ou des choses comme ça. Je me suis lancée un petit peu sans a priori. Et ça m'a beaucoup plu parce que moi j'apprécie déjà tout ce qui est récit historique. Ici c'est une thématique que je connais mal, tout ce qui concerne la Chine, etc. La partie asiatique du monde je connais assez mal, cette époque-là aussi. Donc ça m'a beaucoup plu.
C'était très agréable à suivre. J'ai bien apprécié suivre ce personnage de Zhu, qui est un personnage intéressant. Elle a par contre une petite évolution qui est assez spéciale, parce qu'au départ, quand on la suit, c'est une jeune fille qui doit cacher son identité, donc elle va être considérée comme un homme. Et au départ, elle est assez innocente. Après, elle a toujours cette ambition d'avoir une grande destinée. C'est toujours présent tout le long du roman. Mais je trouve que au fil des pages, elle a un côté égoïste qui va être davantage prononcé qu'au début. Donc c'est pas que ça devient un personnage que j'ai pas aimé à la fin, mais c'est vrai que j'étais pas tout à fait d'accord avec les réactions qu'elle a eues à la fin de ce roman, que je trouvais ambitieux, mais dans le mauvais sens du terme, parce que c'était à la limite de l'égoïsme. Il y avait plus trop d'empathie et de bienveillance, alors qu'à la base c'est un personnage qui est justement très bienveillant et gentil. Donc il y a eu cette évolution là. Après, ça ne m'a pas dérangée non plus au vu du contexte. Elle a été obligée aussi de s'endurcir dans un sens. Et cette destinée, elle la souhaite tellement qu'elle a dû faire des choses pour y arriver, bien sûr. On est dans un contexte qui est difficile, on est dans une époque qui est compliquée. Donc on peut pas parvenir à ses objectifs en étant un bisounours, c'est entendu, mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris que ce soit le côté en fait noir et sombre de la personne qui soit mis en avant et pas son côté bienveillant. Mais c'est un choix intéressant et cohérent au vu de l'histoire et au vu de tout ce qui se passe dans ce récit. Donc on a ce personnage de Zhu qui est un personnage très intéressant à suivre, et on a aussi un autre personnage intéressant qui est Ouyang, qui lui est un combattant, qui est un soldat et qui est un eunuque, donc aussi un statut compliqué. On a donc un peu les deux histoires, l'histoire de Zhu et l'histoire de ce personnage, Ouyang, qui lui en fait a comme objectif la vengeance. On va apprendre qu'il cherche à se venger et que toute sa vie est basée là-dessus. Zhu et ce personnage vont être confrontés parce qu'ils appartiennent tous les deux à des clans différents. Ils vont être amenés à se rencontrer, mais à chaque fois en tant qu'ennemis. Et finalement, au vu de leur histoire et au vu de leur vécu, il y a quand même pas mal de similitudes entre ces deux personnages. Le côté psychologique est quand même bien travaillé. On a des personnages qui sont intéressants. C'est ces deux personnages-là qui sont mis en avant, qui sont nos personnages principaux. Donc évidemment, on passe beaucoup de temps avec eux et je les ai trouvés très travaillés. Il y a quelquefois des facilités. C'est vrai, je trouve que par moments les choses s'enchaînent avec un peu trop de facilité. Mais ça m'a pas dérangé. Il faut savoir que les chapitres sont assez longs. C'est vraiment des chapitres longs. Ça prend du temps avant de les clôturer. Au niveau de la mise en page, c'est extrêmement condensé. C'est un livre qui est assez fin. Vous voyez, il fait plus ou moins 400 pages. Oui, parce que les remerciements sont à la page 405. Donc il fait 404 pages. Il est assez fin, mais au ressenti de lecture, on dirait qu'on se lance dans un livre qui fait le double de pages, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. La police est assez petite, l'interligne est assez serrée. Donc c'est vrai que on a l'impression qu'on est sur un livre beaucoup plus épais. C'est peut-être ça aussi qui a bloqué pas mal de personnes. Je sais pas trop, mais moi j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié ce récit, cette histoire. Les personnages sont intéressants, l'histoire est fascinante, le contexte est intéressant aussi. C'est bien fait. Il y a des petits côtés assez lents, c'est vrai. Il y a des passages qui sont assez lents. C'est pas un rythme vraiment qui est à fond tout le temps, malgré le fait qu'il y en a pas mal de batailles, etc. Donc le rythme n'est pas tout le temps constant. Mais moi, ça m'a pas posé de problème parce que j'avoue que j'étais bien dans cette histoire. J'ai eu peut-être quelques petites difficultés au niveau des noms parce qu'il y a quand même pas mal de personnages au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. On a pas mal de noms qui apparaissent et comme ce sont des noms asiatiques évidemment,
On a moins l'habitude, en tout cas moi j'ai moins l'habitude et j'étais parfois un petit peu, pas perdue, mais j'avais un peu du mal à situer qui était quoi et à quel moment de l'histoire ils étaient arrivés et ce qu'ils faisaient exactement. Les deux personnages principaux c'est facile évidemment vu qu'il est question de deux quasiment tout le temps, mais pour les autres parfois j'avais un petit peu du mal. Mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Après, je me suis assez vite située au vu du contexte dans lequel les personnages apparaissaient. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était une lecture super intéressante et je lirai la suite parce que de 1, je l'ai dans ma palle et de 2, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver à Zhu et à Ouyang parce que à la fin, il se passe plein de choses. Il y a des rebondissements. Les choses avancent vraiment vite et ça me laisse très curieuse de poursuivre et de voir ce qui se passe ensuite. Par contre, je sais pas si c'est une duologie ou si c'est une trilogie ou plus. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire parce que là, je sais pas du tout. Si c'est une duologie, je pense que je me prévoirais de rapidement lire le tome 2 vu que c'est encore frais dans ma tête. C'est quand même une histoire assez... c'est pas complexe, mais il se passe quand même pas mal de choses et il y a quand même une certaine densité dans ce récit. Donc j'ai envie de continuer pour pas oublier des informations, des éléments, des petites intrigues qu'il y a eu précédemment et qui sont importantes pour la suite de l'histoire. Mais si c'est une trilogie ou plus, alors peut-être que j'attendrai un petit peu malgré tout pour pas avoir trop d'attentes ensuite pour la sortie du 3e tome. Je vais peut-être faire une petite recherche pour voir ce qu'il en est. Alors sinon j'ai lu Greka, le 1er tome de la trilogie de Licia Marot aux éditions Inceptio. Celui-là ça faisait un bon moment qu'il était dans ma palle et je suis contente de l'avoir sorti et c'était une très chouette lecture, c'était très sympa. Le livre est assez épais mais ça se lit très vite au niveau de la plume, c'est super agréable et c'est très très fluide. Donc ici on est dans de la science-fiction, ça se voit à la couverture, ça se sent tout de suite. Et on nous explique que l'homme a quitté en fait la Terre et a mis pied sur une nouvelle planète. C'est arrivé, c'est passé il y a 1000 ans environ. Donc on a eu le temps d'oublier un petit peu l'histoire et les conditions et les conditions d'arrivée sur cette nouvelle planète. On va suivre un petit groupe de personnages qui en gros sont des soldats en tout cas qui font partie des forces armées de cette nouvelle planète, de cette nouvelle communauté. Ils doivent donc faire une année entière de noviciat, je pense que c'est comme ça que c'est appelé si je me rappelle bien. Tous les personnages ne sont pas ravis, c'est une obligation. On va suivre le chef de cette équipe de soldats qui est Nathanéon. Il est secondé par 2 de ses proches amis. Et alors, il y a d'autres jeunes qui arrivent là pour faire cette année et être sous les ordres de Nathanéon. Il y a une jeune fille qui va arriver qui s'appelle Sianel, qui elle en fait fait partie de la famille du gouverneur. Donc c'est le personnage qui règne sur cette communauté. Et cette arrivée va beaucoup chambouler l'équipe parce que le gouverneur est pas super bien vu par certaines personnes, notamment par Nathanéon, qui va directement évidemment prendre en grippe la jeune femme. Elle arrive sur place et c'est clairement une punition imposée par le gouverneur. Les autres comprennent pas trop. Parce qu'ils pensaient que faisant partie de la famille du gouverneur, elle aurait un passe-droit. C'est ce qui se passe d'habitude. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, on va passer un petit peu de temps avec ces personnages. On a un récit avec plusieurs narrateurs. Donc, on a Nathanéon, on a Sianel, et on a un des 2 meilleurs amis de Nathanéon qui s'appelle Eliès, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et on va suivre en fait le récit avec ces 3 narrateurs.
On va en apprendre davantage évidemment sur chacun d'eux parce que Nathanaël, il a un gros souci avec le gouverneur. On va comprendre pourquoi. Clairement, il a vécu une injustice et on va aussi comprendre un petit peu le vécu et l'expérience de Sianel par rapport à ce gouverneur. Il y a encore des petites zones d'ombre malgré tout. Après, c'est un premier tome d'une trilogie, donc j'aurai plus d'informations dans la suite, je pense. J'ai le tome 2 qui est ici dans ma palle. J'aimerais bien poursuivre et avancer un petit peu dans cette trilogie. C'est un premier tome qui n'est pas introductif parce qu'il se passe plein de choses. Cette équipe va être formée, il y aura des tensions comme je vous l'ai expliqué. Et ils vont directement être envoyés en mission. Mission qui va être compliquée. Je reste assez vague pour pas que vous ayez toutes les informations, mais voilà, ils vont faire face à des imprévus et l'histoire va avancer comme ça. Je vais pas en résumer davantage, ça c'est un petit peu pour l'histoire. Donc on va suivre en gros ces soldats qui sont réunis, qui sont là pour faire une année au service de la ville, de la communauté, et on les suit dans les missions qui leur sont assignées et on les suit dans leur vie perso. On va en apprendre sur leur passé et sur les petites tensions qu'il y a par rapport au gouverneur parce que ce personnage n'est clairement pas apprécié. Donc voilà, c'était une très chouette lecture, j'ai bien aimé. C'est très sympa, il y a un petit côté fort soldat macho, combattant, dur de dur qui est fort présent. Parfois un peu à l'extrême parce qu'on nous décrit les personnages de Nathanaël et Elias comme des Rambo en gros, hein. C'est vraiment les gars combatifs, super forts qui gèrent en matière de combat de tout genre. Et on a la jeune fille Sianel qui elle est un peu qui a beaucoup de difficultés à assimiler toutes ces notions de combat et cette nouvelle vie au sein des soldats. Il va y avoir un petit peu de romance qui pointe le bout de son nez parce que directement on sent bien que Nathanaël a un fort ressenti et a un problème avec Sianel par rapport à sa famille, mais en même temps il se sent attiré par elle, il ne s'explique pas comment. Donc on a ce côté romance qui est quand même présent assez fortement. Après c'est indiqué à l'arrière, on nous explique que c'est un roman qui mêle aventure, intrigue et romance, donc c'est indiqué, ça m'a pas dérangé, je savais à quoi m'attendre et c'est vraiment ça. On a beaucoup d'aventures vu que les missions dans lesquelles ils sont envoyés, il se passe plein de choses, il y a des combats, il y a des difficultés, ils vont être blessés par moments, on va suivre tous ces personnages, il va se passer pas mal de choses dans ce premier tome. Il y a pas mal de zones d'ombre qui restent présents, notamment par rapport à ce voyage dans l'espace pour arriver sur cette nouvelle planète. Il y a un mystère qui entoure cet exode et on n'en sait pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'informations à ce niveau-là dans le tome 1, mais je suppose que on aura plus d'informations dans la suite, bien entendu. Donc ça me donne vraiment envie de poursuivre parce qu'il y a pas mal d'éléments qui m'intriguent. Ça se termine aussi sur pas mal de rebondissements qui me donnent très envie de continuer et savoir ce qui se passe, ce qui va se passer. Les personnages, c'est pas que je les ai adorés, mais je les ai pas non plus détestés. Nathanaël a une attitude exécrable au départ, parce que même s'il a du ressenti envers le gouverneur, il est vraiment infect avec Sianel qui, elle, n'y peut rien en fait. Nathanaël n'arrive pas à prendre du recul et à, entre guillemets, s'attaquer à la bonne personne. J'ai beaucoup plus apprécié ces deux amis, donc notamment le narrateur qui prend la parole, Elias, qui est plus pondéré, qui est plus sympathique. Il y a un autre aussi compagnon, ami, qui est présent parce qu'il forme un petit trio de frères d'armes, j'ai envie de dire. Je ne sais plus son nom, c'est Rod ou Nod, c'est un truc comme ça. Que j'ai bien apprécié aussi, qui est lui aussi plus calme, plus en retrait et qui sont des soutiens au personnage de Nathanaël.
qui ont une attitude plus intéressante, plus positive, plus agréable. Après, Nathaniel va quand même un petit peu évoluer et se rendre compte de certaines choses, se rendre compte qu'effectivement, il s'attaque peut-être pas à la bonne personne, mais en attendant, il a cette agressivité qu'il a du mal à contrôler malgré tout. Le personnage de Cianel, c'est un personnage intéressant. J'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec le gouverneur, avec la famille du gouverneur, parce qu'on sent que c'est un personnage qui a vécu sans doute des choses horribles au vu de ses réactions et au vu de son comportement. Elle a dû vivre des choses compliquées et j'aimerais bien savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi aussi la famille du gouverneur a eu cette attitude vis-à-vis d'elle. Donc il y a quand même pas mal de zones d'ombre et de petites choses qui sont intrigantes et dont j'aimerais avoir l'explication. C'est pour cela que le tome 2 sera sans doute prochainement lu. Il est moins gros en plus, celui-ci fait un peu plus de 500 pages. Le tome 2 en fait 102 moins. Comme je l'ai lu vraiment très vite. Il est épais, hein, mais ça se lit très bien. Et pourtant, la mise en page est aussi assez petite. Vous voyez, la police n'est pas hyper grande, mais ça se lit très bien. C'est pas de la grande littérature, mais je trouve que la plume est super fluide et prenante. Donc c'est parfait pour moi. Il y a parfois un petit peu de vulgarité, ce sont des soldats qui parlent, donc il y a des mots parfois qui se perdent, mais c'est pas non plus choquant. Donc ça c'est pour le petit détail et finalement ça reste assez crédible au vu des personnages qu'on suit, c'est cohérent. Donc voilà, c'était une très très sympathique lecture que j'ai dévorée et dont j'aimerais beaucoup lire la suite. La dernière chose que j'ai lue, c'est celui-ci, c'est La Dragonne et le Drôle. C'est écrit par Damien Galisson et c'est aux éditions Sarbacane. Ça a un petit emprunt de la bibliothèque, j'ai lu aussi très très rapidement, déjà parce qu'il fait moins de 300 pages et ensuite parce qu'au niveau de la mise en page, je voulais peut-être montrer la fois passée, je ne sais plus, mais vous voyez, on a des choses comme ça. Donc, c'est des petits chapitres courts avec quand même pas mal d'espace vu que le texte fait des choses pas étranges, mais des choses qu'on a moins l'habitude de voir. Du coup, ça se lit extrêmement vite. Je l'ai clôturé assez rapidement. Et ici, ça reste une histoire assez simple, mais agréable. On va suivre 3 personnages. On va suivre un jeune garçon qui est surnommé le Drôle par les hommes de son clan. On a le chef, on a Tanner et on a Roddy. Roddy qui est le frère en fait de ce personnage, du personnage le Drôle. Ils vivent de rapines et autres vols, etc. Et un jour, ce jeune garçon, en allant chercher du bois, va tomber sur une grotte et au fond de cette grotte, il va y trouver une dragonne. Et cette dragonne est recherchée en fait parce que les œufs de dragon sont très convoités. Ça rapporte une petite fortune et étant donné que ce dragon est une dragonne, il y a possibilité d'obtenir un œuf. Donc évidemment, ça va intéresser pas mal de gens. Et on va suivre ce personnage de ce jeune garçon, le Drôle, qui a eu un bon feeling avec cette dragonne, je vais le dire comme ça. Il la comprend et lui, il a envie de l'aider, de la secourir et ils vont développer un genre de lien. Ce ne sera pas facile étant donné que d'un côté, il y a son clan. Et de l'autre côté, il y aura des forces armées qui vont intervenir pour essayer d'obtenir cet œuf de toutes les façons possibles. Donc on suit ce jeune garçon dans cette histoire. Ça c'est pour le résumé en gros. Alors c'était une lecture agréable mais pas folle non plus. Je trouve que je pense que la grosse originalité c'est évidemment cette mise en page et la plume qui est très poétique. C'est très intéressant au niveau de la plume. L'histoire en elle-même, ça reste assez classique.
C'est pas super original dans le genre, mais je pense que ça peut tout à fait plaire à un public adolescent. Je pense que c'est le public ciblé ici, même si c'est quand même très travaillé au niveau de l'écriture. L'écriture est très travaillée, donc très bon point à ce niveau-là. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, j'ai bien apprécié cette façon de faire. Alors le fait que la mise en page soit un peu spéciale comme ceci, c'est un peu perturbant au début. C'est pas qu'on sait pas trop où est-ce qu'on doit aller, mais on a les yeux qui doivent quand même sauter pas mal de choses. Donc c'est un petit peu pas perturbant parce que le mot est un petit peu fort, mais bref, il faut s'habituer à cette façon de faire, mais on prend le pli assez vite. Vous voyez, c'est tout le temps comme ça, hein. Donc d'habitude on a l'habitude d'aller jusqu'au bout de la ligne, et ici on a cette petite phrase, on doit directement descendre, puis on se retrouve ici, puis c'est en descente comme ça. C'est particulier et c'est très original. L'histoire, ben, je l'ai trouvée agréable. J'ai beaucoup apprécié le personnage de ce jeune garçon, le drôle, qui est un personnage extrêmement gentil, extrêmement bienveillant, généreux. Les autres personnages ne sont pas super agréables, mais en ce qui concerne les personnages qui font partie de ce clan, ce sont des voleurs et des brigands. Il y a juste son frère qui, au départ, a une attitude extrêmement froide et indifférente par rapport au drôle. Et ça va évoluer et on va avoir l'explication aussi. En fait, c'est une histoire de famille, de non-dit, de timidité, de pudeur. Donc ça, j'ai bien apprécié avoir cette explication et cette évolution entre ces deux frères. Les autres personnages sont pas agréables. On a d'un côté les brigands, on a de l'autre côté les soldats qui n'en ont rien à caler de la dragonne, qui veulent juste l'œuf et qui sont prêts à tuer la dragonne si nécessaire pour obtenir son œuf. Donc ça, on a des personnages clairement méchants d'un côté et le personnage gentil de l'autre côté. J'ai trouvé que la première partie était assez longue. On a la première moitié où il se passe pas grand chose. C'est assez lent, c'est assez long. Dans les secondes parties, là, les choses s'accélèrent, il y a plus d'action, c'est plus prenant. J'ai préféré, évidemment. Mais ça a un petit peu cassé mon envie de poursuivre la lecture. Je vous avoue qu'à un moment donné, je me suis même dit, est-ce que je l'arrêterai pas parce que je suis pas plus embarquée que cela. Mais je me suis dit, le livre fait moins de 300 pages, donc autant aller jusqu'au bout. Surtout au vu de la mise en page, c'est pas très long à lire. Mais si le livre aurait fait le double, ben, je pense que je l'aurais arrêté malheureusement parce que la première partie manque clairement de rythme et de choses qui se passent. Ça, c'est un petit peu dommage. Voici donc pour ce roman, c'est clairement un roman atypique qui est intéressant par plein de côtés et qui vaut la peine, je pense, d'être lu, ou si vous avez la curiosité, ben lancez-vous dedans. C'est pas une lecture qui va changer ma vie évidemment, mais la plume, je l'ai trouvée très surprenante et intéressante. C'est une façon de faire très étonnante. Donc pour ça, très très bon point, très positif. Pour l'histoire, après, voilà, c'est une histoire qui ne m'a pas surprise et qui m'a pas plus embarquée que ça. Donc dans son ensemble, une lecture mitigée. Voilà, ça c'était pour mes lectures de la semaine. Je vais vous faire un petit point comme d'habitude de mes lectures en cours. Il y a des choses qui n'ont pas bougé, donc je vais passer rapidement. Notamment ces trois-là, Le Royaume de Tobin, Le Robin Hobb et La famille Seagrave. Je vous en avais parlé la fois passée. Ça ressemble un peu trop, enfin c'est de la fantaisie vraiment classique. Tout comme Récit du demi-loup, et comme je veux avancer dans les récits du demi-loup, celui-là je laisse un peu sur le côté. Pareil à celui-ci qui est une saga familiale, tout comme Tempête sur la villa aux étoffes, donc je mets l'accent sur Tempête sur la villa aux étoffes. Celui-ci j'aimerais beaucoup, mais comme c'est aussi de la fantaisie assez dense, j'attends un peu. Mais donc dans ce que j'ai avancé, il y a le tome 5 de La malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. J'arrive à la moitié et ça se lit vraiment très vite. J'aurais pu le terminer pour cette semaine, mais j'ai lu d'autres choses, ce qui fait qu'il n'a pas été clôturé.
mais je pense que ce week-end d'office il sera fini parce que ça se lit très très facilement. Ou sinon pour celui-ci justement, Tempête sur la Villa aux Étoffes, j'arrive à la moitié, donc je l'ai pas mal avancé et j'aime toujours autant. C'est une saga familiale que j'adore et qui est très intéressante. J'ai commencé celui-ci, L'été où tout a fondu, de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Je suis à la page, alors, 95, donc j'ai presque lu une centaine de pages et j'aime beaucoup pour l'instant. C'est un livre qui me faisait très très envie et ça y est, je suis contente de l'avoir sorti parce que Tiffany McDaniel, comme vous le savez sans doute, c'est l'autrice de Betty. Betty que j'avais adoré, qui était un récit qui m'a fait passer par plein d'émotions et j'avais très envie de lire la suite. En tout cas, pas la suite, mais d'autres titres de cette autrice, notamment celui-ci qui patientait dans ma palle depuis 1 an ou 2, depuis sa sortie en fait, donc ça doit faire plus que ça, peut-être plus 2 ou 3 ans, je ne sais pas exactement. Et là, je suis ravie de l'avoir sorti et j'apprécie beaucoup ma lecture, en tout cas ce que j'ai lu, j'apprécie. Oh, sinon, je me suis également lancée dans celui-ci, qui est La balade funèbre de Art et Merci de Megan Bannon. C'est aux éditions Milady. Ah, c'est un petit livre relié. Je suis au chapitre 4, c'est à la page 45, donc j'ai pas encore beaucoup de choses à vous en dire, sauf que c'est un livre qui est vraiment très très beau. On a ici le jaspage en doré et quand on ouvre à l'intérieur, on a ceci. Très très joli livre et pour l'instant, j'ai bien apprécié les 40 pages que j'ai lues, mais je peux pas vous en dire davantage. Ou sinon, je suis dans celui-ci, évidemment, récit du demi-loup, l'intégrale 1. Je vais poser les autres livres parce que ce sera plus pratique avec cette brique. J'ai bien avancé parce que je suis quasiment à la moitié. Donc j'ai lu le premier tome qui est Véridienne. Alors c'est assez introductif, hein. Le premier tome, c'est placement de l'univers, découverte des personnages. Ça se passe sur plusieurs années parce qu'on va suivre donc une royauté qui est divisée un petit peu en deux. On a quand on a un enfant qui naît au sein de la famille royale, on lui cherche un suivant ou une suivante, c'est-à-dire un autre enfant qui serait né au même moment et qui va être retiré de sa famille propre pour être élevé au château dans la famille royale. Donc cet enfant sera associé à la personne la plus proche du nouveau-né royal. Ce sera son frère ou sa sœur ou même un lien encore plus important que ça. Et du coup, on suit cette famille royale du royaume des demi-loups, où il y a plusieurs naissances qui ont eu lieu d'enfants royaux qui ont chacun du coup leur suivant ou leur suivante. Si c'est un garçon, il aura un suivant. Si c'est une fille, elle aura une suivante. Et on découvre tous ces personnages. Ça se passe sur plusieurs années parce qu'ils vont grandir. Mais finalement, ça reste assez... ça reste très introductif. Donc il faut le vouloir, il faut avoir envie de se lancer dans ce genre de récit. Mais c'est assez logique aussi au vu de la taille de l'intégrale 1. Ça peut pas démarrer directement sur les chapeaux de roue. Il faut quand même poser le contexte et placer le cadre. Et ici, c'est ce qu'on fait. Donc j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié ma lecture. Là, je suis dans le deuxième livre qui est Les Terres de l'Est, où on va suivre un couple. Donc c'est les personnages évidemment qu'on a rencontrés, qu'on a suivis dans Véridienne. Et il se passe aussi pas mal de choses parce que... il y a une maladie qui s'étend depuis plusieurs années, une maladie qui est crainte et de temps en temps elle refait surface et le royaume est complètement démuni face à cette menace, à ce fléau. Et ici il en est de nouveau question. Je vais pas trop vous en dire étant donné que je suis en plein dans la lecture et là je pense que je vous ai donné déjà 2-3 petites pistes et informations concernant cette lecture, mais tout ça pour dire que j'apprécie. Cette semaine j'ai prévu aussi de bien l'avancer comme je l'avais fait la semaine passée pour peut-être pas le terminer. Je sais pas si j'arriverai à le terminer parce qu'il me reste encore, j'ai encore 400 pages à lire, mais
en tout cas bien l'avancer. Oh, sinon, par rapport à mes lectures audio, je suis toujours dans le Liane Moriarty. Je ne sais plus comment ça s'appelle, avec Alice Dove. Ben, je vais aller le chercher. Voilà, c'est celui-ci, c'est à la recherche d'Alice Love. Je suis toujours à la moitié, j'ai pas beaucoup plus avancé étant donné que j'ai voulu terminer celle qui devint Le Soleil. Mais sinon j'en ai commencé 2 autres, celui-ci qui est 3 de Valérie Perrin, que j'ai envie de lire depuis un bon moment, et je l'avais mis dans ma palle d'été. Donc c'est une lecture que je suis en train de faire. J'ai lu pour l'instant les 100 premières pages, ce qui est pas beaucoup hein, au vu de la taille du livre, mais pour l'instant j'aime bien, c'est sympathique. Je sais pas trop vers quoi on va. On va suivre des amis d'enfance, 2 garçons et une fille qui sont extrêmement soudés, et on a un petit passage passé-présent, donc à voir. Je sais pas du tout vers quoi on se dirige, mais je suis curieuse. Et sinon ça aussi c'est un livre que j'ai sorti de ma palle d'été, que j'écoute et je lis en même temps. C'est La Formule de Dieu de J.R. Dos Santos. Ah non, pas du tout, je vous dis des bêtises, c'est pas de ma palle de l'été, pas du tout. C'est un des livres qui a été choisi par ma sœur. J'avais demandé, la vidéo est sortie la semaine passée, je vous remettrai le petit i, où elle me choisit 12 livres et celui-là en faisait partie. Donc encore un petit challenge que je me suis mis. Et j'aime beaucoup, franchement, je suis hyper happée dans ce livre. Je suis à la page 295, donc presque 300. J'arrive à la moitié, c'est aussi un livre assez épais, mais c'est super intéressant, c'est super prenant. Vous voyez, j'ai déjà mis plein des petits pas des marque-pages, des petits trucs là. Les petits stickers, parce qu'il y a des choses super intéressantes, il y a plein de réflexions qui sont amenées. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'aimerais bien le continuer et le finir pour pouvoir vous en parler la semaine prochaine. Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Sinon, que vous dire de plus? Je suis allée à la bibliothèque, mais j'ai rien ramené. Enfin, j'ai ramené un seul truc, mais c'est le tome 15 de L'Épouvanteur. Donc, il n'y avait pas le tome 16. Je voulais aller chercher les 2 pour pouvoir terminer la série, parce que si je me rappelle bien, la saga de Tom Ward, l'apprenti épouvanteur, se clôture au tome 16. Ici j'ai déjà le 15, c'est ça, c'est déjà ça. Je vais pouvoir un petit peu avancer. Sinon j'ai rien pris d'autre parce qu'il faisait trop chaud dans la bibliothèque. Je fondais et ça m'a pas donné envie de rester et de continuer un petit peu à flâner entre les rayonnages. Donc pas davantage de livres ramenés, mais je me suis acheté 3 petits livres. Je vais vous montrer ça. Bon, petit, c'est une façon de parler parce que ce sont ceux-ci. Alors, je me suis pris le tome 2 de Chevauche Brume, les flots sombres de Thibaut Latil-Nicolas aux éditions Folio SF. J'ai lu le premier tome il y a très peu de temps et j'avais bien aimé, même si c'était pas super original. J'avais bien apprécié le contexte, j'avais bien apprécié l'histoire et les personnages. Je vous avais dit que j'avais envie de continuer, et pour cela il fallait que j'aille me chercher le 2e tome vu que je ne l'avais pas ici. Sinon je me suis pris aussi L'Empire d'écume, le 3e et dernier tome, étant donné que j'ai lu le 1 et le 2 il n'y a pas longtemps non plus. Je vous en ai parlé et j'aime vraiment beaucoup cette série, cette saga de fantasy, ambiance asiatique. J'avais envie de ne pas la laisser traîner et de découvrir la suite de ce récit. Je me suis pris le tome 3 et j'ai craqué pour une nouveauté qui est Les Nouveaux Dieux aux éditions Le Héron d'Argent. Très très beau livre, vous l'avez peut-être vu passer, il vient tout juste de sortir et moi ça m'intéressait beaucoup au niveau du récit. Alors on les nomme Karma, Mirage, Vie, Mort et Mental. Ensemble ils forment la quintessence, 5 frères et sœurs au pouvoir exceptionnel, 5 divinités redoutables qui autrefois dévastaient le monde. Oui mais voilà, depuis leur toute dernière réincarnation, les 5 n'ont plus le moindre souvenir de leur vie antérieure. Désormais adolescents, ils subissent de plein fouet la traque de la cellule noire, une organisation secrète vouée à leur extermination. Un jour, leur refuge est attaqué. Ça me tentait beaucoup quand je l'avais vu, quand il était présenté.
et j'attendais sa sortie, donc j'ai craqué, je me le suis pris. Il est super joli à l'intérieur parce que déjà on a une petite tasse de thé ici dans le coin supérieur et on a aussi une petite souris dans sa tasse de thé à chaque chapitre. Et alors le clou, je vais essayer de vous le montrer, mais regardez la souris ici en bas. Quand on fait aller les pages, la souris court. Donc voilà, petit plus qui n'apportera rien à l'histoire et à la qualité de ce texte, mais quand même c'est appréciable. Le jaspage est très joli aussi, il me fait super envie. C'est un peu comme les deux autres, j'ai envie de les lire assez vite prochainement, et les nouveaux dieux aussi. C'est pas prévu, vu qu'ils font pas partie de ma palle d'été, mais comme je vous l'avais expliqué, moi je ne me restreins absolument pas. Je me prépare des palles et l'idée c'est évidemment de vider cette palle au maximum. Mais s'il y a des nouveautés qui arrivent ou si j'ai envie de lire d'autres choses tout simplement, je ne vais pas me bloquer et m'empêcher de le faire. Donc ces trois-ci, j'aimerais bien les lire très prochainement. Pour clôturer une saga avec l'Empire d'Écume, pour avancer une trilogie avec Chevauche Brume et pour découvrir nouveaux dieux tout simplement. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire, me semble-t-il. Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous remercie grandement de votre présence, de votre soutien, de tous les petits likes et les petits commentaires que vous laissez. N'hésitez pas à nouveau à venir discuter avec moi en commentaire sur les lectures que vous faites, parce que moi ça m'inspire pas mal. Je me note dans ma wishlist des livres, des lectures que vous faites qui m'intéressent aussi, donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau dimanche, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.